Madame, Monsieur, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de cette édition. Les grandes décisions du Conseil des ministres d'aujourd'hui sont à suivre dans ce journal. C'était en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Séance de travail et d'échange hier à la mairie d'Abomey-Calavi dans le cadre du conflit qui oppose les acquéreurs de parcelles litigieuses de Womey à la collectivité Marcos. Le point est à suivre dans ce journal. Et puis, François Hollande a apporté hier un soutien fidèle et loyal à la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, tout en appelant après l'élection à une initiative pour reconstruire la gauche à laquelle il souhaite prendre part. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Merci à toutes et à tous de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, mise en place d'un guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises, adoption du décret portant régime électoral à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, nomination de membres au conseil d'administration de l'agence béninoise pour l'environnement au titre des communications, mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Il y a eu des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le point complet du Conseil des ministres avec le secrétaire général du gouvernement et bien sûr porte-parole du gouvernement. Voilà, ce journal se poursuit et cette fois-ci, nous parlerons en bref de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, qui a reçu en audience hier le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une visite de courtoisie au cours de laquelle les deux personnalités ont évoqué la nécessité pour les acteurs politiques d'échanger avec les populations sur l'origine et le caractère mondial de la cherté de la vie. Suivez les propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à sa sortie d'audience. Ce qui préoccupe le peuple aujourd'hui, je pense que nous préoccupe aussi également, nous surtout, en tant que députés, c'est d'abord la cherté de la vie. Nous en sommes conscients. Nous avons à expliquer, nous, représentants du peuple, à expliquer que ce n'est pas une spécificité du Bénin. Nous savons qu'il y a blocus. Et avant le blocus, il y avait, bien sûr, la Covid-19 qui a fait que le fret a augmenté, ce qui aussi a d'influence sur les impôts. Tout cela fait que, indépendamment de notre volonté, les prix montent. Et nous avons le devoir d'expliquer aux populations que ce n'est pas la politique interne qui est la cause. Ce n'est pas Talon qui est la cause. Ce ne sont pas les députés qui sont la cause, mais plutôt l'environnement international qui en est la cause. Voilà qui est dit par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Autre information dans ce journal, le préfet plutôt de l'Atlantique, Jean-Claude Kodjia et le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, étaient hier en séance d'échange et d'éclaircissement dans le cadre du conflit qui oppose les acquéreurs de parcelles à la collectivité Marcos à Womey. Suivez ici le compte rendu de Jérôme Adjoumaï. Séance conjointe du préfet de l'Atlantique, du maire d'Abomey-Calavi, du directeur de l'Agence nationale et du foncier, du directeur de l'Institut géographique national à la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du point d'étape relatif à l'affaire Marcos à Womey. Un litige qui a valu une mesure conservatoire à l'issue du Conseil des ministres du 16 janvier 2022. Ainsi, le domaine Marcos a-t-il été déclaré d'utilité publique par le gouvernement. Au lendemain donc de cette décision, plus exactement le 23 janvier 2019, nous nous sommes rendus à Womey et nous avons rencontré toute la population de Womey qui était en liesse
l'État venait de marquer un grand point en ce qui concerne l'assainissement. Et je me souviens, monsieur le directeur général de l'ANDF, que ce jour, vous avez expliqué les tenants et les aboutissants de cette décision, les implications de cette décision. J'ai été vraiment étonné de la réaction que nous avons eue, surtout le 17 janvier dernier, de voir des responsables en plus qui ont choisi d'intoxiquer, ont choisi d'utiliser la violence verbale, ont choisi de calomnier. Mais j'ai compris qu'en fait, nous étions sur le bon chemin et qu'il fallait donc poursuivre. Mais il fallait que nous continuions de dialoguer. Cette séance d'échange a permis de faire le point sur le fond de terre concerné afin d'éclairer les acteurs impliqués. Nous avons clairement expliqué à la population que nous sommes venus veiller à l'application de la décision du Conseil des ministres. Les responsables de l'ABF et l'IGN présents à cette rencontre ont tenu à rappeler le sens de la mesure conservatoire. Reprends la main parce que mes équipes ont déjà été instruites à nouveau pour marquer une présence aux côtés des forces de l'ordre et de la mairie, ainsi que de l'hygiène et des autres acteurs concernés sur le terrain pour un respect scrupuleux des décisions du gouvernement. Nous sommes dans une dynamique pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public sur le site de Ouamen. Le préfet est le chef de file de toutes les structures qui s'engagent à l'application des tests, comme je l'ai déjà dit. Et nous sommes à ses côtés pour l'application de tout cela. À la fin de la séance, les parties impliquées ont exprimé des inquiétudes auxquelles les autorités ont apporté des éléments de réponse dans une bonne ambiance. L'évasion de prisonniers ou de personnes gardées à vue est encadrée par des dispositions légales. Dans notre pays, c'est l'article 421 et suivant du Code pénal qui aborde la question. Pour mieux comprendre ces dispositions de la loi, nous avons interrogé le juriste Fréjus Atinoglo. Il est au micro de Clémence Tonoucoin. L'article 421 et suivant du Code pénal a prévu des peines pour des personnes qui ont tenté de s'évader et des personnes qui auraient aidé ces personnes-là à s'évader. Il est dit notamment dans l'article 421 que lorsqu'il y a évasion, toutes les fois qu'il y a évasion, le commandant ou toutes les personnes préposées qui sont chargées d'assurer sa sécurité sont normalement arrêtées et punies selon les dispositions du Code pénal. Et cette disposition prévue des sanctions allant de 5 mois jusqu'à 3 ans et d'une amende allant jusqu'à 1,2 million. Il est dit dans l'opinion publique que lorsqu'on est condamné, on vous retire immédiatement vos pièces, on vous retire vos passeports. Je ne vais pas dire totalement le contraire, mais je pense qu'il ne s'agit pas de retirer à la personne ses pièces. Il est dit seulement qu'il faut retirer les effets de la personne. Mais si la personne ne vient pas au tribunal le jour où il est condamné avec sa carte d'identité, je ne pense pas qu'on pourrait aller fouiller sa maison, lui retirer sa carte d'identité. Et donc la personne peut être condamnée, gardée à vue, mais peut avoir ses effets à la maison. Et donc une tierce personne peut l'aider en lui rapportant son passeport, sa carte d'identité, pour l'aider à s'évader. Lorsqu'il y a évasion, il ne s'agit pas seulement de punir les policiers ou les agents pénitentiaires, mais toute personne qui aurait facilité ou aidé cette personne à s'échapper peut être punie également. Dès que la personne s'échappe, c'est une autre procédure qui est ouverte et dès qu'on le prend, il fait objet d'un nouveau procès, on le juge, il peut être condamné de 6 mois jusqu'à 10 ans. Et donc une personne qui est condamnée à 6 mois de prison, qui s'évade, on le retrouve, il peut être condamné à 6 mois, donc ça fera 12 mois qui va purger. Mais il peut être également condamné jusqu'à 5 ans, où ça fera peut-être 5 ans, 6 mois qui va purger.
Toujours dans cette édition, dans le cadre du projet de construction d'un pôle commercial au stade de l'Amitié de Cotonou, il est demandé aux propriétaires des boutiques qui ceinturent le stade de libérer l'espace au plus tard le 31 mars prochain. À quelques jours de cette date limite, une de nos équipes s'est rendue sur les lieux. Suivez. Les de boutiques situées autour du stade de l'Amitié de Cotonou n'ont pas attendu le dernier délai fixé au 31 mars pour libérer les lieux. À environ 10 jours de la date butoir, on note la fermeture de certains nombres de débits de boissons, maquis, agences de banque et magasins de vente d'articles. Ceux qui sont encore présents n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Cependant, hors micro, ils ont dit être conscients de ce qu'ils égrènent leurs derniers jours à cet endroit et qu'ils s'attellent à partir avant l'échéance qui leur est fixée. Pour rappel, ces boutiques seront démolies dans le cadre du projet de construction d'un pôle commercial dont les travaux sont prévus pour démarrer le 1er avril. C'est à travers une lettre du directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin en date du 18 janvier dernier que les propriétaires ont été invités à libérer les lieux. En attendant le départ des tout derniers, on note une ambiance plutôt morose sur place. Du côté du campus d'Abomey-Calavi, après 3 jours de suspension du transport des étudiants pour raison de pénurie d'hydrocarbures sur le plan national et international, selon le COUS-UAC, depuis ce lundi, la reprise du transport des étudiants par bus est effective sur le campus d'Abomey-Calavi. Frédéric Espoir-Oumambo pour le reportage. Campus universitaire d'Abomey-Calavi ce mardi, il est 11h30. Alors que certains étudiants vaquent à leurs occupations diverses, d'autres se positionnent déjà pour prendre le bus de 13h pour rentrer chez eux. Les arrêts bus à petit trot se remplissent. Pareille scène n'était pas possible il y a quelques jours. Raison évoquée, la non-disponibilité du gasoil. Et pour Digo Naïnou, la reprise a eu lieu au prix de grande pression. Nous ne savons pas que les choses allaient se remettre en ordre rapidement. Mais nous avons fait pression sur notre organisation mère, la FNEP. Et la FNEP a travaillé avec le COUS-AC. Et c'était un travail de triangle. BCCL, FNEP et puis le COUS-AC. Et c'est ça qui a donné le résultat que vous voyez. À la question de savoir si après cette reprise, le manque de carburant pourrait influer à la hausse le prix des tickets bus, voici ce que pense le président du comité de coordination des lignes. Ce n'est pas l'augmentation des tickets bus qui ferait quelque chose. Non. D'ailleurs, les étudiants ne sont pas des fonds de commerce. Le secrétaire général de l'institution, quant à lui, lit un satisfecit général au niveau de ses camarades étudiants. Chaque fois que des problèmes de ce genre surviennent, ça nous met à la maison pendant des jours, voire des semaines. Mais on les a trop bousculés, ça a repris, les camarades sont très contents. Et je vous dis, depuis hier, il y en a même qui viennent au bureau nous dire merci, simplement merci. Une satisfaction confirmée par certains de ces étudiants rencontrés au niveau du parking Arrêbus. C'est une satisfaction pour nous, parce que lorsque les bus ont cessé de travailler pendant un moment, bon, c'était difficile pour nous le transport. Pour certains, il fallait marcher pendant des kilomètres avant de prendre les minibus. Depuis que les bus se sont arrêtés, c'était tellement difficile pour nous de venir sur le campus, nous qui quittons très loin. Maintenant, comme les bus sont repris, vraiment, nous sommes tellement contents. Et vous le constatez vous-même, nous sommes déjà sur le parc pour prendre le bus de 13h. Quitter Ekpé pour le campus chaque jour, c'est vraiment difficile. S'il n'y a pas le bus, c'est au moins 2000 francs l'aller-retour. Voilà, avec le bus, tu es à 800. Mais quand les bus sont repris, c'est bien, c'est une bonne chose pour nous. Et nous remercions ceux qui se sont engagés pour cela. Une difficulté est certes levée, celle de la suspension des activités de transport des étudiants. Mais d'autres problèmes subsistent. Il faut dire que seulement 3 bus sont disponibles pour 6 lignes. C'est bien un reportage de Frédéric Espoir-Oumambo. Hors du Bénin à présent, François
Hollande a apporté hier un soutien fidèle et loyal à la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, tout en appelant après l'élection à une initiative pour reconstruire la gauche à laquelle il souhaite prendre part. Je vote toujours socialiste et je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile, a déclaré l'ancien président français lors d'un meeting à Limoges avec la candidate créditée autour de 2% des voix dans les sondages. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et bonsoir chez vous.